Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Et ça va péter! Début des années 50, alors que l'Europe sort à peine de la guerre, c'est l'heure de la reconstruction. Cette reconstruction, la plupart du temps, elle est physique, que ce soit humain ou immobilier, puisque les bombardements ont fait tout simplement disparaître des villes entières de la carte. Mais il y a également une autre construction, celle que l'on soupçonne un petit peu moins, c'est la reconstruction psychologique, où effectivement, on vient de vivre consécutivement 2 traumatismes avec ces 2 guerres, et il est temps maintenant de travailler à mettre ça derrière soi, sans l'oublier bien évidemment, tout en essayant de se reconstruire justement un avenir meilleur. Parmi tous ces pays, il y en a un qui n'a pas subi tant de dégâts que ça parmi les autres, surtout parmi ses voisins, mais qui a très fortement contribué à l'effort de guerre avec les États-Unis, le Canada, et je parle bien évidemment ici de l'Angleterre. Et comme je vous disais, l'Angleterre fait partie justement de ces pays qui doivent se reconstruire d'un point de vue justement psychologique, d'un point de vue humain, puisqu'ils ont, comme je vous disais, très fortement contribué à remporter cette Seconde Guerre mondiale. Et il est maintenant temps justement de libérer un petit peu la pression, de libérer la jeunesse de tout ça, d'essayer, comme je vous disais, de tourner la page de la guerre pour pouvoir justement se mettre à autre chose. C'est donc dans cette période après-guerre, début des années 50, que l'on va voir fleurir justement tout un tas de nouvelles activités, tout un tas de nouveaux hobbies. Alors, nous ne sommes pas encore dans les années 60-70 où là, on va voir apparaître tout ce qui est congés payés et ainsi de suite. Mais on commence à voir justement l'émergence de tout un tas de nouvelles pratiques qui vont contribuer justement à ce que maintenant on appelle les loisirs. Et on va développer de plus en plus ça pour justement se dire que la guerre est maintenant définitivement terminée et qu'il est temps de s'amuser un petit peu et aussi de développer justement le commerce international et tout ce qui va aller autour. Dans ce même temps, en Angleterre, comme un peu partout en Europe et dans le monde, ces années post-guerre vont voir justement se développer tout un tas d'industries autres que les industries d'armement et militaires. On va surtout assister à la reconversion de toutes ces entreprises qui ont justement été mises à l'épreuve pour l'effort de guerre, que ce soit dans l'automobile, dans la moto, dans l'aviation, dans le naval. Et toutes ces entreprises qui ont eu des carnets de commandes à ras-bord pendant des années et des années, eh bien là doivent se réinventer. C'est là où on va voir apparaître tout un tas de nouveaux véhicules. On va avoir le boom de l'automobile, le boom de la moto, du bateau, de l'aviation, bref, on va assister à une vraie révolution industrielle. À la fin des années 40, dans l'Angleterre, le pays pense encore ses plaies. Les rues sont grises, l'économie est fragile, la vie se veut raisonnable, mais pour une partie de la jeunesse ouvrière, cette existence réglée n'a vraiment rien d'attrayant. Comme je vous disais, c'est l'heure de se réinventer et donc ces jeunes veulent vibrer, veulent sentir la vitesse, veulent avoir de la musique et de la musique différente de ce qu'ils ont pu écouter pendant des années et des années sur les champs de guerre ou dans les tentes. Ils veulent réellement maintenant s'approprier la route plutôt que des champs de bataille. Les voitures sont inaccessibles, beaucoup trop chères pour eux qui sont encore que des simples étudiants survivants d'autant plus. Alors ils se tournent vers la moto. C'est moins coûteux, c'est plus facile d'accès, plus libre, ça se vole aussi plus facilement dans certains coins. Et surtout, on se sent beaucoup plus vivant à son guidon. L'Angleterre est très connue pour ses pubs, et elle est également connue pour ses fameux cafés. Et ces jeunes ne manquent pas de s'y retrouver. Le café, bien évidemment, étant un prétexte, présenter sa nouvelle monture, présenter sa dernière modification, sa nouvelle moto, ses nouveaux pneus, son nouveau moteur. Et la particularité de ces cafés, un peu contrairement aux pubs que l'on va retrouver surtout dans les centres-villes, notamment dans les centres de Londres, ces grandes villes, eh bien ces cafés, eux, jonchent surtout les grands axes routiers qui, eux, sont autour de villes et desservent toutes ces petites communes. Dans les années 50, il y a un café, parmi tous ces autres, qui fait un petit peu plus parler de lui. Il se situe au nord-ouest de Londres et il a tout simplement la réputation d'abriter les meilleurs jeunes pilotes de rue à moto. Cet établissement est le Ace Café, aujourd'hui devenu mythique. Une institution dans le monde du café racer et de la moto. À l'époque, on s'y retrouvait tout simplement pour comparer ses chronomètres, comparer sa mécanique, parler mécanique, écouter du rock'n'roll, danser et tout simplement partager, rire, passer un bon moment et surtout rêver de vitesse. C'est également dans ce Ace Café que va naître les Rockers,
Les rockers qui sont reconnaissables à leur blouson en cuir noir, jeans serrés, cheveux gominés et ces petits ourlets retournés à l'extrémité de leurs jambes de pantalon. Peut-être avez-vous même reconnu le style si caractéristique de ce que l'on appelle aujourd'hui les rockabilly. On ne peut pas parler ici de gang ni de clan. C'est plutôt une famille, voire une communauté, avec ses propres règles, celles tout simplement de l'huile, de l'essence, du chronomètre, du café aussi. Parce que il faut dire une chose, c'est que certes, ils sont fans de vitesse, ils sont fans de mécanique, mais ce n'est pas, contrairement à ce que verra naître les États-Unis plus tard avec les Hells Angels, des jeunes fans de drogue, d'alcool ou je ne sais quel autre produit illicite. Pour eux, justement, réaliser un bon chrono, eh bien, il faut le faire dans de bonnes conditions. Ce qui, bien évidemment, veut dire qu'il faut faire ça sans alcool, ni drogue, ni autre substance. Que seule la mécanique et l'homme doivent faire le travail. Et pour ça, on va voir naître dans ces cafés le fameux défi du ton-up. Le but est extrêmement simple, atteindre la barre symbolique des 100 miles à l'heure, plus communément appelé le ton, T-O-N, sur une portion de route, et puis revenir avant la fin du morceau de rock qui venait juste d'être préalablement lancé dans le jukebox. Ces courses improvisées, très souvent bien évidemment dangereuses, deviennent un rite de passage quasi obligatoire, une manière de prouver sa bravoure, mais également la puissance mécanique ainsi que ses compétences également. Pour atteindre ces vitesses, les rockers bricolent leur moto dans leur garage le plus souvent. Ensemble, ils se réunissent, voire même créent des petits groupes pour aller louer des hangars qui ont été désertés par certaines entreprises suite à l'arrêt de la guerre. Et certains pousseront même le vice jusqu'à ouvrir des garages moto, mais également voitures. Et ça donnera également naissance à tout un tas de marques qui aujourd'hui existent encore dans le monde de la moto, notamment au Royaume-Uni. La plupart du temps, les modifications se limitent à enlever tout ce qui est superflu. Installer des réservoirs allongés, des selles monoplaces avec un petit dosseret, cette fameuse petite bosse, des guidons bas, que l'on va appeler plus tard des bracelets, ainsi que des échappements tout simplement tubulaires. Ces modifications vont donner naissance à un style à part entière, style qui va se prolonger durant des années, reconnaissable à ces motos allongées, agressives, même que l'on retrouvera sur certaines pistes. C'est ainsi que va naître le café racer, littéralement en français coureur de café, celui qui court d'un café à l'autre à toute allure. La principale caractéristique du café racer, c'est tout simplement sa conception. C'est une machine qui est entièrement fabriquée à la main et pensée pour aller vite. Elle n'a aucun autre rôle, mais c'est aussi une machine de caractère. Chaque engin est unique parce qu'il reflète tout simplement la personnalité et l'idée que se fait son propriétaire de la vitesse, mais c'est surtout à ce moment-là que l'on verra se populariser énormément en Angleterre et un peu plus tard en Europe des modèles tels que les Triumph Bonneville, les Norton Dominator, voire les BSA Gold Star. Et pour ceux qui avaient la chance d'être nés dans des familles relativement aisées, voire très aisées, nous aurons les fameuses Triton, qui sont tout simplement un hybride mélangeant, on va dire, le meilleur des deux mondes avec un cadre Norton et un moteur Triumph. Ces motos sont tout simplement l'incarnation de la liberté, du style, de l'ingéniosité des jeunes de l'époque. Les années passent et l'état d'esprit global, surtout celui des jeunes, commence à se réinventer. La guerre est maintenant définitivement derrière, quand bien même nous allons rentrer plus tard dans la guerre froide, mais qui se concentrera principalement en URSS à l'époque et aux États-Unis. Mais à ce moment-là, en Angleterre, eh bien, les rockers vivent, on va dire, leurs heures de gloire. Ils ne suivent plus les règles, voilà, c'est terminé, ils l'ont assez fait comme ça durant 2 guerres précédemment. Ils deviennent de plus en plus bruyants, directs et authentiques, rejettent même l'ordre établi en réaction de tout ce qu'ils ont pu connaître. Et dans un pays, je ne vous le cache pas, au Royaume-Uni, où tout ce qui est convenance et conformisme et de règles, eh bien là, ils le rejettent tout simplement d'un revers de main. Le café racer devient purement et simplement un symbole de jeunesse rebelle, en plus d'une passion et d'un ticket pour l'indépendance. Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que les rockers se sont installés, puisque je vous rappelle qu'ils ont été quand même les précurseurs de ce mouvement café racer, notamment dans leur établissement fétiche, le Ace Café, au nord-ouest de Londres. Et depuis leur établissement fétiche, les rockers vont voir apparaître une nouvelle communauté, celle des mods. Bien loin des standards des rockers, avec leurs vestes en cuir noir, leurs jeans
bleus et cheveux gominés, les mods, eux, sont au contraire adeptes de costumes impeccables, de scooters Vespa et de musique soul. Pour ceux qui ont un petit peu d'imagination, je pense que vous commencez à voir à quoi je vais faire référence. Rapidement, la rivalité entre les rockers et les mods va prendre de l'ampleur. Les uns représentent la rébellion, l'indépendance brute sur la route, alors que les autres, eux, prônent plutôt l'élégance même urbaine et la mode. Et comme le dit le dicton populaire, on juge un héros à la qualité de ses ennemis. Cette opposition entre les rockers et les mods installera définitivement la réputation qui collera aux motards pendant des années, jusqu'à même encore aujourd'hui, de rebelles de la route. Pendant les décennies suivantes, ce courant du café racer ainsi que les rockers et le Ace Café vont progressivement tomber dans l'oubli. Leurs pratiquants vieillissant, devenant pères de famille, devant assumer un enfant, voire même souvent plusieurs, bien évidemment, se fera au détriment de la mécanique et de la moto. À ça s'ajoutera bien sûr l'arrivée sur le marché du deux roues des Japonais, avec de nombreux modèles qui deviendront eux aussi mythiques et remplaceront progressivement toutes ces marques anglaises. Et c'est alors qu'à la fin des années 90, à la grande surprise de tout le monde, que le café racer renaît. Des passionnés nostalgiques de cette époque commencent à restaurer d'anciennes motos et à recréer ce style vintage. C'est alors que toutes ces vieilleries, la plupart du temps anglaises, comme je vous disais, des BSA, des Triumph, les Bonneville, les Truxton, les Norton, les Commando, qui dormaient sous la poussière au fond d'une grange, voire même des fois carrément dehors, se retrouvent vendus à prix d'or. Et à la grande surprise de tout le monde, notamment de tous ces jeunes qui à l'époque faisaient les heures de gloire des rockers, qui aujourd'hui sont devenus des pères de famille, voire pour certains même grands-pères, retrouvent leur modèle favori dans les rues. Le café racer est officiellement de retour. Il aura su séduire une toute nouvelle génération de par son minimalisme, son élégance et son style brut. Certaines marques de motos, voyant justement l'engouement du grand public de plus en plus intense pour ce style, viendront jusqu'à rééditer tout un tas de modèles emblématiques, voire même de nouveaux modèles, ce qui donnera lieu au fameux courant néo-rétro avec la Triumph Truxton, la BMW R90 Racer, la Moto Guzzi V7, voire même la fameuse Yamaha XSR. Ce boom des cafés racers aura lieu entre les années 2000 et 2020. Ce renouveau du café racer s'étalera du Japon jusqu'aux États-Unis, en touchant bien évidemment l'Europe, et verra naître, voire renaître, des milliers et des milliers de petits préparateurs indépendants qui revisiteront à leur style ce mouvement des cafés racers et cette époque des rockers. Parler de café racer aujourd'hui, ce n'est plus parler de ces motos monoplaces au look dépouillé et bruyant. C'est parler d'une philosophie de vie, celle du moins c'est mieux, less is more, celle de la liberté individuelle, de la liberté de choix des matériaux, choix de l'esthétique, choix de la mécanique, de la créativité, du refus des conventions. Tout comme les tatouages, la moto raconte une histoire, celle de son pilote, de ses nuits blanches dans le garage, de ses nuits blanches sur le bord de la route, en panne, de ses virées solitaires ou parfois à deux. Plus de 60 ans après sa naissance, l'esprit du café racer est toujours aujourd'hui bien vivant. Il continue d'inspirer les motards, les designers, les artistes, allant même jusqu'à l'industrie de la publicité, du cinéma, parce qu'au fond, il parle à cette part de nous qui refuse de rester immobile, celle qui rêve encore de rouler vite, libre, entre les grondements du moteur, mais surtout l'odeur du café bien chaud. Salut! Savais-tu que plus de 80% des gens qui écoutent ce podcast le font en allant au travail et en reparlent autour de la machine à café avec leurs collègues? Mais c'est pas tout, ils en parlent même quand ils rentrent chez eux le soir. Alors si toi aussi tu apprécies les sujets dont je parle dans l'émission Les couilles sur le réservoir, n'hésite pas à commencer par les 5 petites étoiles parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout à en parler autour de toi et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @sur le réservoir et notre boutique en ligne sur lereservoir.fr.